Et donc pour clôturer cette session, on va accueillir le professeur Philippe Conus, que je vais devoir présenter, même si je ne suis pas sûr qu'il faut vraiment le présenter. Philippe Conus est professeur de psychiatrie à Lausanne. Tout le monde le connaît, bien entendu, pour la mise en place de son équipe type à Lausanne, qui a inspiré un grand nombre d'entre nous. Beaucoup ont eu l'occasion de s'y rendre, d'échanger, de s'y former. Je voulais aussi souligner que Philippe Conus était dorénavant président de l'IEPA. Voilà, je voulais aussi féliciter pour cette élection bien méritée. Donc Philippe va nous faire une présentation sur le thème de l'engagement et des freins et des leviers à l'engagement dans les populations suivies pour des troubles psychotiques. C'est à toi. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'introduction. C'est vrai que j'espère que pas trop de gens me connaissent parce qu'en fait, c'est pas la première fois que je viens ici et il y a un certain degré de répétition dans ce que je vais présenter. Mais avec le grand âge, on radote, il paraît, donc c'est effectivement ce qui m'arrive. Mais au fond, je représente certaines choses dont j'ai déjà parlé par le passé, même dans ce lieu. Et parce que ces méthodes et ces questions d'engagement ne changent pas. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes principes et c'est toujours les mêmes choses qu'il faut faire. Et en fait, c'est Marie-Odile m'a demandé de parler de ça aussi parce qu'il semble que parfois le concept de case management reste quelque chose de pas forcément tout à fait clair pour tout le monde. Donc je vais forcer le trait sur la question des case managers qui nous ont sauvé la vie en Suisse et qui pourraient sauver la vie de ceux où ils n'ont pas encore implanté ça. Alors, le problème quand on est le dernier speaker, c'est qu'on a été spoilé un nombre de fois et j'avais effectivement cette même diapositive qui montre effectivement que les problèmes de santé que présentent les jeunes, c'est avant tout des problèmes de santé mentale et que ces problèmes ont un impact majeur sur l'évolution fonctionnelle. Donc, il est nécessaire de se préoccuper de ce domaine chez les jeunes. Ça semble une évidence quand on voit ces courbes, même qu'elle est effectivement assez ancienne. Pour ce qui est des psychoses, ça a aussi été dit, j'ai aussi été spolié, donc je peux faire assez rapidement cette diapo. En fait, on sait que 15% des psychoses commencent avant l'âge de 18 ans, 15% après l'âge de 35 ans, et la grande majorité entre 18-35, 16-35. Donc ce sont des pathologies de personnes jeunes. Donc, dans la grande majorité des cas, les psychoses émergent à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, ça on le sait. Donc, ça veut dire que c'est dans cette phase particulière de la vie, ça a aussi été dit, que c'est une phase très décisive pour choisir son identité, s'émanciper, faire des choix de trajectoire, finir son éducation, créer un réseau social, beaucoup de challenges. En fait, on sort de la coupe des parents et de leur protection et on sort aussi d'une école où on nous dit ce qu'on va devoir faire pour le lendemain. On doit devenir beaucoup plus autonome. Donc, c'est un challenge majeur et un degré de pression qui est quand même important. Avoir une psychose dans cette phase-là, bien sûr, ça fait dérailler toutes sortes de trajectoires qu'on peut avoir aussi bien dessinées que possible. Quand on commence à entendre des voix être délirants, bien sûr, ça complique beaucoup les choses. Il y a aussi pour mes collègues case managers ou pour les médecins qui sont en ligne directe avec les patients, il y a beaucoup de problèmes dans cette phase de vie qui rendent difficile l'engagement des patients et qui rendent difficile d'ailleurs le diagnostic, hein, on l'a dit beaucoup, la question de l'abus de substances, la question aussi du peu d'expérience de système de santé qu'ont ces jeunes et puis qui ne s'y retrouvent pas tellement et puis ils ont besoin qu'on leur explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous. Ils n'ont pas une expérience d'un rapport à un soignant. Ils n'ont souvent pas été traités avant. Il y a ce stéréotype négatif à l'égard de la maladie mentale, hein, bien sûr, qu'on dépeint toujours de manière assez dénigrante dans la plupart des films qui s'occupent de ce genre de choses, ou ce qu'on voit dans les journaux, c'est souvent quand ça va vraiment très très mal. La crainte de l'hospitalisation, les jeunes continuent de croire que si on va voir un psychiatre et puis qu'on a des vrais problèmes, on va passer sa vie à l'asile et puis qu'on va être enfermé. C'est quand même des choses qu'on entend, hein. On est encore interné à l'hôpital psychiatrique. Et puis il y a cette volonté quand on est jeune de se sentir ou de se croire invulnérable. Et puis donc la volonté d'être indépendant et on n'a pas envie de se faire expliquer des choses par des gens qui veulent s'occuper de notre santé mentale. Et puis, voilà, le déni, comme toujours, hein, comme nous aussi, au quotidien, on utilise le déni pour supporter l'existence. Hein,
C'est comme une réalité et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On a le droit au déni. Heureusement qu'on a ce mécanisme pour ne pas toujours se confronter aux difficultés qu'on a. Donc voilà, tous ces éléments rendent assez difficile l'engagement de ces jeunes patients dans les soins, ce qui fait qu'effectivement, certains ont déjà vu ces deux images, mais il y a deux réactions assez standards chez ces jeunes patients. La première, c'est le déni, comme je viens de le dire, et l'autre, c'est le désengagement. Donc c'est un peu la tendance, le profil des patients qu'on rencontre qui développent un premier épisode de psychose. C'est souvent un mélange de ces deux choses. La question ici que je débat brièvement, c'est comment faire pour essayer d'engager ces jeunes dans un contexte pareil, avec les enjeux que je viens de décrire. Donc, comment lutter contre ce désengagement des soins? Parce que souvent, on a accès à ces patients à un certain moment, quand même, on finit par avoir accès, souvent tardivement. Après souvent un parcours assez chaotique, je trouvais en fait que la ministre du Tourisme soit là, c'était pas finalement si faux parce qu'il y a un tourisme médical avant que les patients arrivent dans les soins. Donc finalement, c'est peut-être de son domaine, effectivement. Donc, le premier défi qu'on a, c'est effectivement d'organiser des soins accessibles pour ces patients. Parce que nos modèles où il faut prendre un rendez-vous, parler à la secrétaire et puis venir à l'heure qu'on a noté dans son agenda, ça c'est juste ce qu'on fait peut-être quand on est d'une certaine génération, mais les jeunes ne voient forcément pas les choses comme ça. Et puis, en fait, si on dit à un jeune qu'on est psychiatre, c'est effectivement souvent cette réaction qui s'observe, d'ailleurs pas que chez les jeunes, mais aussi chez les jeunes. Alors, la question de l'engagement, est-ce que vraiment c'est un problème? Alors, pour faire court, je peux dire oui. On avait fait cette étude en 2000 en Suisse. On a regardé qu'est-ce qui se passe avec ces premiers patients qui sont hospitalisés pour un épisode de psychose. On a vu que la moitié des patients, après leur sortie de l'hôpital, ne revenaient pas dans les soins ambulatoires, quoi. Au fond, on avait beau bien les soigner et les stabiliser, si on n'allait pas les chercher, ils ne venaient pas simplement. Ils jetaient le petit carton de rendez-vous, ils ne venaient pas. Et puis l'autre moitié qui venait une ou deux fois, puis après se désengager. Vraiment un engagement dans les soins qui était assez pathétique, malgré qu'on avait des ambulatoires qui étaient au fond assez bien organisés à nos yeux, mais ça ne marchait pas, quoi. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué un petit peu ce que faisaient les autres. Pour être tout à fait honnête, on a beaucoup importé des pratiques qui se font, par exemple en Australie, où j'ai passé un peu de temps. Donc on a essayé d'organiser les soins accessibles. On a essayé aussi de voir quelle est l'attitude qu'il faut que les soignants aient pour vraiment faciliter l'engagement des jeunes. Et puis après, essayer d'identifier les patients qui se désengagent, voir s'il y a des groupes à risque de couper les soins. Alors la première chose, ça nous revient, c'est à nous d'organiser des soins qui soient accessibles et où il est facile d'accéder quand on est jeune. Donc il faut, pour que aussi tous nos partenaires s'y retrouvent, il faut des critères clairs. C'est-à-dire que s'il faut 50 000 examens et trucs, on s'est rendu compte que ça compliquait les choses. Pour nous, la définition est claire. C'est si c'est des patients qui sont dans notre tranche d'âge, alors je passe là-dessus, mais on s'occupe de patients 18-35 ans. Depuis maintenant 3-4 ans, on collabore bien avec les pédopsychiatres, mais qui gardent un programme un petit peu séparé d'une autre. Et donc, effectivement, il faut la présence de symptômes psychotiques et puis être dans le secteur. Et puis 18-65 ans, il peut y avoir de traitement en cours. Au fond, c'est assez simple. Et puis, on a une évaluation facilitée, c'est-à-dire que si le patient veut venir nous voir, ok, c'est plutôt rare, donc on va volontiers faire l'évaluation à domicile ou chez le généraliste. Enfin, il faut il faut se déplacer. Et puis, il faut une réponse rapide. On a comme règle 48 heures. Alors ça, c'est donc 48 heures de jour ouvrable, bien sûr, mais on essaie vraiment que quand on est appelé, on ne va pas faire encore un colloque pour réfléchir si vraiment c'est nous, bien si ce n'est pas Tartampion, etc. On veut une réponse, il y a une liste qui est faite, il y a un case manager qui est défini à l'avance. Le prochain téléphone, ce sera pour celui-ci, et puis il prend un rendez-vous d'emblée pour aller voir la personne. Après, la deuxième chose super critique, c'est qu'il y ait une garantie de continuité. C'est super important pour les patients. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par les services de soins, mais si vous allez aux urgences pour une chose, puis que vous voyez 5 personnes différentes, aux 5, vous devez répéter la même histoire, au bout d'un moment, on se fatigue un tout petit peu de répéter les mêmes choses. Alors, on perd un peu d'informations. Là, on veut que la personne qui parle au patient la première fois soit celle qui va le suivre au fil des ans. Et c'est ça vraiment le rôle du case manager. Le case manager, c'est la personne sur laquelle le patient va pouvoir compter pour mémoriser l'histoire, mémoriser les projets. Quand on a essayé une chose, pas qu'on réessaye la même chose 2 mois plus tard, simplement parce qu'on ne savait pas que ça avait déjà été essayé. C'est tout ce genre de choses qui sont vraiment extrêmement fatigantes et qui brisent la confiance des jeunes patients. Donc c'est vraiment une personne qui porte l'entier de la prise en charge sur une période de 3 ans. On propose 3 ans, c'est un peu, je ne vais pas rentrer dans ces détails de chiffres et tout, mais en gros, c'est ça qu'on peut se permettre de proposer aux patients.
Alors, ce case management, j'insiste, comme l'a fait Ashok Malla ce matin, c'est du case management clinique, donc ce n'est pas seulement de la gestion des rendez-vous et du suivi pour les rendez-vous, mais en fait, on n'a pas de compétences pour parler aux patients. Non, c'est des gens qui ont des compétences mixtes, donc d'organisation, d'engagement auprès des patients, mais ils font aussi de la thérapie, de la psychothérapie, ils savent faire de la psychoéducation. Quand c'est le moment, ils savent informer les gens, ils savent faire des liens avec la famille. Ils sont vraiment le fil rouge de la prise en charge pendant 3 ans. Donc, prise de contact très précoce au début. Si le patient est hospitalisé en urgence ou s'il est aux urgences médicales, il va voir le patient dans ce lieu-là, fait un lien avec lui, regarde s'il faut une hospitalisation, il va le voir pendant qu'il est hospitalisé, ensuite il le suit en ambulatoire. Ils ont un nombre limité, 35 patients, je ne discute pas ce chiffre non plus, c'est ce qu'on peut se permettre aussi. Mais comme c'est 3 ans, les patients en fin de suivi ont finalement besoin de relativement peu de suivi intensif, donc on arrive à s'en sortir comme ça. Ils peuvent se déplacer au domicile jusqu'à 2 fois par semaine. Et puis, ils font équipe, partenariat avec le médecin, c'est sûr. Il faut une certaine délégation, une certaine confiance entre nous pour qu'ils laissent une place aussi au médecin. Mais ça, c'est une culture qui doit s'implanter. Et puis, ils ont donc un rôle d'engagement, bien sûr, de partenariat, mais de continuité, d'information des patients et des proches. Et puis, un rôle de psychothérapeute. Beaucoup sont formés à certaines approches de psychothérapie. Chez nous, en ce moment, c'est plutôt des infirmiers qui font ce travail, mais ça a été des psychologues ou ça pourrait être des assistants sociaux en fonction des besoins. Alors, voilà l'équipe qui est en cours. D'ailleurs, c'est la même photo qu'il y a longtemps, parce que c'est toujours les mêmes. Donc, aussi, c'est des gens qui sont assez fidèles à leur travail. Ils aiment bien ce travail assez indépendant et d'engagement. Donc, on a une équipe plutôt stable. Voilà. En plus, on a la chance de pouvoir s'appuyer dans les phases complexes, de pouvoir s'appuyer sur une équipe de soins intensifs dans le milieu qui nous renforce le suivi, qui renforce le travail du case manager pendant un nombre limité de jours ou de semaines, puis ensuite se retire. Pendant cette période, le case manager reste au premier plan, mais il se fait aider pour des visites quotidiennes aux patients par cette équipe mobile, ce qui nous permet de pouvoir attribuer 35 patients pour un case manager au fond, parce qu'ils n'ont pas toujours l'intensité extrême à faire. Et puis, on a aussi un lien avec une unité hospitalière. Voilà, qu'on utilise assez peu parce qu'avec ce genre de dispositif, on a moins besoin d'hospitaliser les patients. Avec ça, on est passé à 7% en moyenne de désengagement, donc vraiment quelque chose qui fonctionne assez bien. Et si on fait ça, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Et ça donne ce genre. Alors, on est une petite ville, donc effectivement, on arrive à être en lien assez proche avec les patients et leurs parents. Donc, on a un taux de désengagement qui est quand même assez faible. Voilà, j'ai déjà parlé de ça. Donc, aussi, la deuxième chose, on a beaucoup discuté avec les case managers et qu'est-ce qu'ils font comme pratique. Puis on a pu sortir aussi avec Craig McNeil ici, qui est un case manager de Melbourne, les critères qu'ils font, comment est-ce qu'on parle à ces jeunes, comment est-ce qu'on fait pour les engager. Il y a la continuité et puis adapter l'intervention à là où les patients se trouvent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir le même discours à des gens qui sont encore dans le déni qu'à des gens qui réalisent qu'ils ont un problème puis qui veulent qu'on les aide. Donc il faut adapter son discours à où se trouve le patient, des fois être dans de l'aide plutôt concrète que de l'explication, voire même de la psychoéducation. Ensuite, bien sûr, comprendre la personne et pas simplement ses symptômes, mais vraiment s'engager dans une relation et puis dans un partenariat. Dire voilà, vous avez ces ressources, ces difficultés, comment on fait pour vous aider à avancer et puis à développer votre potentiel, on peut dire c'est comme ça, explorer les ressources, les priorités du patient, comment il comprend les choses, donc son modèle explicatif, être optimiste sans être complètement naïf, mais enfin, il faut quand même donner un certain espoir que les choses puissent aller mieux, ce qui est le cas dans une bonne partie des patients. Puis après, comme case manager, il faut avoir le cuir un peu dur, c'est-à-dire qu'il faut supporter que même si on croyait qu'on avait engagé le patient, après, il se désengage quand même, donc il faut remonter la pente. Enfin, voilà, c'est parfois un peu un mythe de Sisyphe avec certains patients, mais c'est notre job de ne pas nous décourager et puis de continuer d'essayer de motiver les patients, malgré les diverses rechutes ou les engagements qu'ils présentent. Il faut être persévérant. Et puis être dans une relation humaine et pas seulement dans des conseils techniques, mais être en relation chaleureuse avec ses patients. Troisième élément, on a essayé par cette étude qu'on a faite sur des données qu'on avait à Melbourne, c'est de voir s'il y avait des caractéristiques, des profils qui étaient plus à risque de se désengager. En 2 mots, on a vu d'ailleurs qu'à Epic, malgré qu'il y avait une grosse armada de gens qui pouvaient s'occuper de ces patients, dans cette grande ville, quand même 25%, donc un patient sur 4, échappait au suivi, ce qui est quand même préoccupant. C'est une plus grande ville que Lausanne, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ne sont pas plus grandes que Lausanne, au passage d'ailleurs, mais c'est une ville plus grande, donc et c'est plus facile de s'échapper dans un autre quartier, de disparaître des soins, etc. Mais on a vu qu'il y avait 3 facteurs qui expliquaient le risque plus élevé de se désengager. Donc, un passé de transgression
de loi avec l'intervention de la justice, de la police. Enfin, ce profil-là ont plus de peine à faire confiance probablement à des gens d'institutions et ont peut-être des problèmes d'une autre nature. Et puis deux autres éléments, c'est le fait de ne plus avoir de lien avec la famille et l'abus de substance. Donc ça nous a poussé ou convaincus, on l'était déjà, mais qu'il fallait effectivement faire un gros travail avec les familles. C'est important, même si les patients ne veulent pas qu'on parle à leurs parents, on fait en sorte qu'on puisse tôt ou tard parler avec les parents. C'est-à-dire que d'abord, les parents ont droit à de l'information, parce que souvent ces jeunes habitent chez eux. Donc on rationalise ça en disant, on ne va pas dire les secrets de ce qu'on dit dans la thérapie, mais on va quand même leur parler de choses techniques. Et puis on essaie de renouer les liens, parce que c'est quand même un support majeur pour l'évolution. Et puis l'abus de substance, cas 1, cas 1, on essaye de motiver les patients à moins consommer, voire pas consommer. L'aide des experts par expérience est très utile, mais c'est vrai que c'est aussi ça un chemin pas toujours facile, hein, mais c'est quand même important d'essayer de le faire, même si on n'y arrive pas toujours, parce que c'est un facteur de rechute qui est quand même important, quoi. Et puis voilà, donc j'avais parlé de ça, du déni et du désengagement. Je voulais juste dire un dernier mot sur le déni, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de psychoéducation, et puis je pense qu'il faut être un peu plus prudent que faire forcément de la psychoéducation à tout le monde, et puis les patients qui ont fait un premier épisode, dès la deuxième semaine, les convoquer à une séance de psychoéducation. Alors je pense que ça tombe sous le sens de tous, mais je le dis quand même. Il y en a quand ils ne sont pas prêts, quand leur modèle, d'abord, ils ne pensent pas qu'ils sont malades. Deuxièmement, ils pensent qu'il y a des bonnes raisons pour qu'ils se comportent comme ils se comportent. Ça ne sert à rien de leur parler de la psychose, des symptômes positifs et négatifs, à mon avis. Donc je pense qu'il y a un cheminement vers l'insight qui est un peu plus compliqué et plus subtil et plus personnalisé que simplement faire des cours de psychoéducation à tous les patients qui sont dans un programme. D'ailleurs, il y a des effets positifs de l'insight, c'est clair. Ça facilite les soins, ça facilite les liens aussi avec la famille. Les parents sont soulagés que le jeune se rende compte qu'il a des difficultés. Il y a une meilleure adhérence au traitement parfois, pas toujours. Il y a des patients qui sont dans le déni mais qui prennent quand même leur médication. Puis il y a des patients qui ont un insight puis qui la prennent quand même pas. Il y a aussi des conséquences négatives à pas minimiser. Si trop vite les patients développent de l'insight, on en voit quand même qui plongent dans une dépression et dans autostigmatisation, voire idées suicidaires. Donc il y a aussi une certaine prudence à avoir. Et il faut tolérer le déni pendant un certain temps. On n'a pas le droit de les convaincre forcément et de les forcer à être d'accord qu'ils sont malades. Enfin, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider déjà à résoudre des problèmes peut-être des fois assez concrets plutôt que de parler de maladie. Et puis ensuite faire un peu de chemin. Donc il faut faire ça progressivement avec le patient. C'est un cheminement où il faut de la patience et de la subtilité. C'est aussi le travail des case managers, aussi de tranquilliser les parents en disant mais c'est pas forcément grave s'il n'est pas d'accord qu'il ait une maladie. On peut quand même, on a un lien, on essaie de construire quelque chose. Donc voilà, je voulais juste le diktat de la psychoéducation me semble des fois un tout petit peu lourd, donc je pense que c'est important de mettre un petit peu de nuance autour de ça. Donc il ne faut pas seulement viser à ce que le patient ait de l'insight pour qu'il adhère au traitement. Il peut adhérer pour d'autres raisons sans être d'accord qu'il ait une maladie. Ça se développe dans le contexte d'une approche holistique de la personne et pas seulement de ses déficits et de ses symptômes. Il faut développer aussi des moyens pour le patient de s'adapter à accepter cette réalité. Alors qu'est-ce qui va lui rester? Comment il va pouvoir se reconnaître comme qu'une personne qui vaut la peine malgré qu'il ait une maladie comme la schizophrénie qui est vraiment décrite de manière très pessimiste dans les médias et puis sur Internet. Donner le choix aussi du patient aux patients pourtant qui ne se mettent pas en danger, bien sûr. Parfois, on doit agir, mais sinon, s'il ne veut pas encore oser se confronter, donnons-lui un petit peu de temps. Essayer de renforcer l'estime de soi et puis maintenir son espoir et sa combativité, faire l'équilibre entre se reconnaître avec des difficultés et des déficits tout en gardant en tête qu'on a des ressources et des moyens de s'en sortir. Donc, voilà, au fond, la survenue d'un premier épisode de psychose, bien sûr, c'est souvent dans cette tranche d'âge où il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Le plus vite on intervient, le mieux c'est pour que les jeunes puissent utiliser leurs ressources et construire leurs projets pour le futur. Mais ça prend parfois quand même du temps. Alors si nous, on organise bien nos soins, malgré le déni et puis la tendance au désengagement, on arrive à proposer des soins qui soient adaptés aux besoins des patients. Et puis dans ce genre de stratégie, vraiment le rôle des case managers est important. Donc ça veut dire qu'il faut modifier un peu la façon qu'on a de collaborer entre nous, que les médecins aient la force de déléguer des choses, mais que les case managers aient aussi le respect de garder quand même un contact avec les médecins, parce qu'on a des rôles complémentaires. Mais je crois vraiment que c'est la clé de ce genre de stratégie que d'avoir des gens de terrain qui sont bien formés et puis qui puissent faire ce travail de fil rouge tout au long de la prise en charge des patients. Voilà, merci pour votre attention. Merci.
Merci beaucoup, Philippe, pour cet exposé toujours très clair, pragmatique et humain. Je sais pas, on peut peut-être poser une ou deux questions. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions. Sinon, je vais poser une question. Alors, c'est une question un peu technique où je suis assez intéressé par le modèle. C'est vrai que finalement, vous avez fait le choix d'avoir une équipe avec ces deux niveaux et de suivi intensif dans le milieu. Une autre approche peut être d'avoir un caseload un peu plus bas et faire un peu tout. Justement, comment ça fonctionne vis-à-vis des patients de basculer sur un autre case manager? Est-ce que c'est pas quelque chose de compliqué? Comment ça se passe en pratique? Disons, c'est important de leur expliquer à quoi sert ce hôtel. Alors déjà, de manière pragmatique, pourquoi c'est comme ça? Comme vous tous, quand on veut monter une équipe, on doit faire avec le contexte local. Il se trouve qu'on avait, quelques années avant, je pense 5-6 ans avant, lancé cette équipe de suivi intensif dans le milieu. Pas seulement pour les premiers épisodes, mais aussi pour les patients, les hauts utilisateurs de soins. On avait développé ces techniques pour refidéliser des patients qui étaient très marginalisés. Donc, ils s'occupent de patients de tous les âges, enfin, en psychiatrie adulte, mais pas seulement de premiers épisodes, quoi. Ils étaient en place avec une compétence, et nous, on arrive avec notre programme, on a développé comme deuxième programme d'intervention précoce, donc on ne voulait pas diminuer leur périmètre en les focalisant seulement sur les premiers épisodes, ramenant toutes ces ressources seulement pour le programme type. Donc on s'est adapté à cette réalité-là. Je crois qu'il y a à peu près 15% des patients qui ont besoin de s'appuyer sur cette équipe au fil de... C'était plus au début, c'est moins maintenant, parce que je pense que les case managers ont appris des meilleures techniques, ils font aussi de l'intensif, mais sans que ça les envahisse trop. Et puis, on a des relations proches avec ces gens, c'est des amis qui, pour celui qui le dirige, c'est Charles Bonsac, qui est un très bon copain à moi. Enfin voilà, c'est un peu aussi de la... Puis on leur explique clairement, c'est pour un temps, pour vous renforcer. Moi, je ne peux pas venir tous les jours parce que j'ai beaucoup de patients, mais mes collègues vont venir tous les jours voir comment ça va à la maison, puis on fait ça ensemble, puis une fois par semaine au moins, le case manager les voit. Enfin là, on essaie de goupiller ça comme ça. D'accord, ça reste une équipe intensive mais de psychiatrie générale. Voilà, exactement. C'est le cas sur... Enfin, je sais que ce même modèle existe aussi en Australie. Est-ce que c'est aussi une équipe de psychiatrie générale intensive ou c'est un sous-volet d'EPIC? Je ne suis pas sûr que c'est une équipe, disons, dans la psychiatrie adulte. Okay. Mais qui ne s'occupe pas seulement des 18-35 ans, mais aussi de patients, ils peuvent avoir 50 ans. Ces patients qui font porte tournante, qui reviennent constamment, et puis c'est les utilisateurs de soins qu'on essaie, quand ils sortent, de ne pas de nouveau perdre de vue, donc on les suit, puis après on arrive petit à petit à les fidéliser dans les soins, quoi. Donc voilà. Ça représente à peu près, nos patients du programme type représentent à peu près 20% de ce que fait cette équipe mobile. Le 80%, c'est des autres problématiques. Voilà. Ok. Ouais. Merci pour l'éclairage. Et puis, oui, peut-être une question par ici. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je me posais une question qui était un peu similaire à ça. Vous avez la chance d'avoir une clinique où vous avez le personnel qui reste et qui se maintient dans le temps, mais il y a d'autres services où il y a beaucoup de turnover, d'où la question de la mémoire de ce qui est dit par les patients. Donc, bien sûr, l'interlocuteur est important, mais aussi le fait de ne pas devoir se répéter, surtout se répéter sur des choses qui sont parfois pas faciles à évoquer. Donc, est-ce que vous avez un dispositif ou est-ce que vous pensez à un dispositif qui pourrait être une sorte de mémoire pour ça et que les personnes engagées auraient accès et n'auraient pas à reposer les mêmes questions et être très au courant de ce qu'il y a? Bon, c'est toujours des suivis à deux, un case manager et un médecin. Donc, si l'un s'en va, on a quand même parfois, par exemple, un congé maternité, ça arrive pour 6 mois, etc. Donc, là-bas, le médecin peut reprendre le relais et puis expliquer au case manager suivant. Sinon, on fait une transmission orale, un entretien en commun. Et puis, il y a un dossier dans les... Mais quand même, c'est vrai que si on ne se souvient pas de comment était le patient dans son état le plus grave, c'est difficile de refaire cette expérience. Il y a des choses qu'on a dites dans des premiers entretiens, on a beau les transmettre, c'est compliqué. Donc, voilà. Mais je pense que ce qui fait le turnover des soignants, c'est quand ils font un boulot dur où ils perdent un peu le sens de ce qu'ils font, je pense. Franchement, moi, je déplore un petit peu ce qui se passe dans nos hôpitaux aussi. On n'a pas augmenté le nombre de lits. Moi,
super. Moi, je ne veux pas avoir plus de lits dans mon hôpital, mais en même temps, maintenant, on a quand même le nombre de la population augmente, donc on doit faire des séjours de plus en plus courts. On a plein d'infirmiers qui présentent ce qu'on appelle une souffrance morale. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils sont en burn-out, mais c'est qu'ils se disent, mais à quoi bon? On a des compétences, puis au bout de 2 jours, je dois afficher dehors enfin, donc je pense que, alors que dans cette unité, c'est un tout petit peu protégé dans le sens que, on sait qu'en gros, la prévalence, l'incidence de ces troubles va être, voilà, on est calibré pour le travail qu'on doit faire. On n'a pas besoin de mettre les gens dehors avant qu'ils soient stabilisés. On peut faire le boulot pour lequel on a fait, et puis ils sont formés, donc les gens restent, quoi. Je pense malheureusement dans les hôpitaux, en tout cas chez nous, mais dans certains ambulatoires, quand c'est trop peu organisé ou qu'on est en train de devoir faire du mauvais travail, les gens se fatiguent et puis partent ailleurs, quoi. Mais voilà, ça c'est la version plus générale. Pourquoi les gens restent, je pense que c'est pour ça. Puis la partie courte, c'est d'essayer de faire des transmissions, mais je pense que c'est difficile cette relation, de la transmettre à un autre, c'est quand même toujours difficile, quoi. D'où le travail vraiment important qui était présenté avant sur la transition, je n'ai pas parlé de ça, mais de la transition entre pédopsie et psy adulte, super important. Je pense que c'est vraiment important ce travail-là. Ouais. Merci. On peut parler après. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'aura plus le temps pour les questions. On va devoir faire la pause.